En janvier 2026, deux rivages s'embrasent au même instant. À Adougou, une rumeur d'attentat se brise sur la foule, tandis qu'à Simonstown, les coques chinoises et russes entrent en scène et transforment Will for Peace 2026 en signal. La souveraineté se joue désormais sur des corridors maritimes, invisibles mais décisifs. Que devient l'équilibre si Ibrahim Traoré lie ce sursaut terrestre à une doctrine logistique, où protéger les routes vaut autant que gagner des batailles? Le Sud global avance, l'ancien ordre recule, et les chiffres commencent à parler plus fort que les discours. Cette séquence promet une lecture différente de 2026. Ce récit vous offre une clé simple, comprendre en 10 minutes comment la mer est devenue le cœur politique du 20 et 1e siècle. Il ne s'agit pas de glorifier une alliance navale ni de prédire un affrontement global, mais de suivre un déplacement silencieux du pouvoir, mesurable, observable, et déjà en cours dans les ports, les contrats et les flux commerciaux. À partir d'un synchronisme précis entre Sahel et Atlantique Sud, l'analyse expose les enjeux réels. Souveraineté économique, capacité à résister aux sanctions et redéfinition des dépendances. Chaque partie éclaire un risque et une opportunité pour les États, les entreprises et les citoyens ordinaires. L'objectif n'est pas d'imposer une lecture, mais de donner aux spectateurs les outils pour juger si ce basculement maritime annonce une stabilité nouvelle ou une zone de turbulence durable. Ce cadre permet aussi d'anticiper comment ces choix pourraient influencer votre économie, votre sécurité et la circulation des ressources essentielles. En 2026, 350 000 tonnes d'acier naval croisent simultanément en Atlantique Sud, soit presque le double des exercices comparables organisés 5 ans plus tôt dans la même zone. Dans le même temps, la part de navires non occidentaux sur ces couloirs a progressé de 47% en un an, signal rare d'un basculement mesurable plutôt que d'un simple discours. Ces deux chiffres encadrent la scène. Ils montrent que ce qui s'est joué à Simonstown n'était pas une démonstration isolée, mais l'aboutissement d'une recomposition logistique lente, longtemps ignorée, où la mer cesse d'être un espace neutre pour devenir un instrument politique. Les manœuvres Will for Peace 2026 ont rendu visible ce que des tableaux de flux laissaient déjà deviner. La souveraineté change d'échelle quand elle s'ancre dans la protection des routes commerciales. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture n'est pas théorique. Elle prolonge une intuition née sur la terre sahélienne. Un État qui ne maîtrise pas ses accès reste dépendant, même armé. Le front n'est plus seulement territorial, il devient maritime, logistique, presque invisible. Les minerais, les céréales et l'énergie suivent ces artères bleues disputées et chaque convoi sécurisé modifie l'équation du pouvoir. Le contexte éclaire la portée de ce moment. Pendant des décennies, les puissances occidentales ont dominé les mers par des règles, des sanctions et des saisies qui structuraient l'économie mondiale autour du Nord. Cette architecture fonctionnait comme une frontière sans mur. En 2026, l'apparition coordonnée de flottes chinoises, russes, sud-africaines et iraniennes fissure ce cadre, non par supériorité militaire, mais par synchronisation. Ce glissement explique pourquoi deux événements éloignés, une mobilisation populaire au Sahel et une manœuvre navale en Atlantique Sud, se répondent. Ils participent d'un même mouvement, déplacer la souveraineté du registre symbolique vers celui des flux concrets. La question n'est donc plus de savoir si l'équilibre change, mais jusqu'où cette nouvelle géographie du pouvoir peut aller sans déclencher de tempêtes ouvertes. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un stratège maritime classique, mais comme un point de convergence. Son rôle n'est pas de commander des flottes, mais de relier des espaces que l'on pensait disjoints, l'intérieur sahélien et l'horizon océanique. Cette posture explique pourquoi son nom circule autant dans les rues de Ouagadougou que dans les cercles diplomatiques observant Simonstown. Une première image éclaire cet impact précoce. Lorsque les images des manœuvres navales circulent au Burkina Faso, elles ne sont pas commentées comme un spectacle lointain. Elles sont lues comme une extension de la résistance terrestre. Pour une population longtemps enclavée, voir des corridors maritimes protégés par des partenaires non occidentaux transforme une abstraction géopolitique en promesse tangible.
celle de commercer sans tutelle permanente. Une seconde image se dessine dans les capitales voisines. À Bamako, à Lusaka, à Windhoek, des responsables évoquent à voix basse la même idée. La mer n'est plus un privilège réservé aux puissances côtières dominantes, mais un levier collectif. Le vocabulaire change. On ne parle plus seulement de sécurité, mais de continuité logistique, de coûts de transport, d'accès direct au marché. Cette mutation du langage est un indicateur précoce d'un basculement plus large. Traoré sert ici de fil conducteur parce qu'il incarne une traduction politique simple: protéger les routes équivaut à protéger la dignité. Cette équation, répétée sans emphase, commence à produire des effets mesurables. Les discussions ne portent plus uniquement sur des alliances idéologiques, mais sur des contrats, des ports, des délais. Le symbole se transforme en méthode. L'essentiel à ce stade est simple. Une idée, née dans un contexte terrestre, commence à modifier des comportements économiques concrets bien au-delà de son point d'origine. Le déclencheur se situe à la veille du 3 janvier 2026. À Adougou, une rumeur d'attentat circule dans les cercles sécuritaires, évoquant une opération destinée à décapiter le commandement et à provoquer une intervention étrangère indirecte. Les heures passent sans ordre clair. Puis, l'information fuite. Ce qui devait rester confiné déclenche une réaction inattendue, non militaire, mais populaire. Les rues se remplissent avant même que les forces armées ne se déploient. Le moment charnière arrive lorsque la foule impose son tempo. Des femmes brandissent des drapeaux improvisés, des jeunes frappent des bidons comme des tambours, et les slogans condensent une revendication unique: souveraineté ou rien. Ibrahim Traoré apparaît sans discours, sans mise en scène. Un geste, le silence, et l'opération s'effondre. Le basculement est net. Un complot conçu pour créer le chaos est neutralisé par une démonstration de cohésion. Le chiffre évoqué ensuite, un financement estimé à 125 000 $, devient un symbole. Il souligne l'écart entre les moyens engagés et l'ampleur de la mobilisation. Au même moment, à des milliers de kilomètres, la montée en puissance navale se poursuit à Simonstown. Les manœuvres Will for Peace 2026 rassemblent des bâtiments chinois, russes, sud-africains et iraniens dans une coordination visible. Le contraste est saisissant. D'un côté, une tentative de déstabilisation échoue sur la terre sahélienne. De l'autre, une démonstration maritime affirme une capacité collective à sécuriser des routes commerciales. L'avant et l'après se dessinent dans ce parallélisme. Le point de tension tient dans cette synchronisation. Deux théâtres distincts, la rue et l'océan, produisent le même message stratégique. La souveraineté ne se négocie plus uniquement dans les chancelleries. Elle se manifeste par la capacité à tenir des flux, à maintenir des continuités, à résister sans escalade armée. Cette lecture s'impose rapidement dans les analyses régionales. Les discussions se déplacent du terrain idéologique vers celui des infrastructures et de la logistique. Les répercussions ne tardent pas. Dans les chancelleries occidentales, le vocabulaire de l'inquiétude remplace celui de la routine. On évoque des risques d'instabilité, des précédents dangereux, des effets d'entraînement. Dans le Sud, le récit est différent. On parle de renaissance, de réparation, de reprise de contrôle. Les médias relient explicitement les événements d'Adougou et de Simonstown, soulignant leur unité symbolique. Cette phase laisse un héritage immédiat. Elle installe l'idée que la souveraineté peut se défendre sans affrontement direct par la coordination et la visibilité. Pour Traoré, cette séquence valide une intuition centrale. Un État qui sécurise ses accès terrestres et maritimes réduit sa vulnérabilité systémique. La dignité cesse d'être un slogan, elle devient une capacité opérationnelle. Le choc passé, le paysage est modifié. Les acteurs comprennent que le seuil a été franchi. La question n'est plus de savoir si le basculement a eu lieu, mais comment ces effets vont se diffuser et à quel coût pour ceux qui tenteront de l'endiguer. Un premier repère concret concerne la densité navale engagée. Selon les données compilées par l'Institut maritime africain, le tonnage cumulé des flottes du BRICS+, impliquées dans les manœuvres de 2026, dépasse 350 000 tonnes. 5 ans plus tôt, des exercices conjoints occidentaux
comparable en Atlantique Sud mobilisait environ la moitié de ce volume. Le passage de ce seuil marque un changement de masse critique. Il devient possible de sécuriser des convois entiers et non plus seulement de signaler une présence symbolique. Un deuxième repère porte sur la circulation effective des navires. Le rapport SeaBalance 2026 indique que la proportion de bâtiments non occidentaux transitant par les couloirs atlantiques stratégiques a augmenté de 47% en un an. Cette progression rapide ne traduit pas une domination militaire, mais une normalisation logistique. Autrement dit, ce qui était perçu comme exceptionnel devient routinier. Les routes maritimes cessent d'être un espace réservé et se transforment en bien partagé, modifiant les anticipations des assureurs, des affréteurs et des États riverains. Un troisième repère touche à la coordination opérationnelle. Entre fin décembre et début janvier, 26 opérations conjointes ont été recensées entre navires chinois, russes, sud-africains et iraniens, allant de simples exercices de défense aérienne à des simulations de protection de convois énergétiques. Chaque opération ajoute un maillon à une chaîne de confiance technique. La répétition crée une interopérabilité minimale, suffisante pour garantir la continuité des flux commerciaux en cas de tension. Ces trois chiffres dessinent un avant et un après. Avant, la souveraineté maritime du Sud reposait sur des déclarations et des accords bilatéraux fragiles. Après, elle s'appuie sur des volumes, des fréquences et des routines observables. Ibrahim Traoré résume cette logique en une formule devenue citation. Une indépendance sans accès sécurisé reste une indépendance en apnée. Les données donnent chair à cette idée. Elles montrent que la souveraineté n'est pas un absolu, mais un gradient qui augmente avec la maîtrise des flux. Les effets économiques commencent à apparaître en arrière-plan. Dans les institutions financières internationales, l'attention se porte sur la montée des transactions sud-sud en devises locales, qui auraient progressé de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes associées. Ce mouvement réduit l'exposition aux sanctions et au blocage financier. Il ne supprime pas les risques, mais il élargit l'éventail des options disponibles. Ce cadrage quantitatif permet de dépasser les débats idéologiques. Les chiffres ne prouvent pas une victoire définitive. Ils attestent d'une transition en cours. La puissance ne se mesure plus seulement en missiles ou en bases, mais en corridors protégés et en synchronisation logistique. Pour les partisans comme pour les sceptiques, cette évolution impose une révision des grilles de lecture. La question ouverte par ces données est simple et lourde à la fois. Jusqu'où cette montée en capacité peut-elle aller sans provoquer de réaction coercitive plus directe ? La réponse conditionnera la suite du récit entre consolidation progressive et confrontation indirecte. Les critiques les plus structurées venant d'Occident s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier affirme que la montée en visibilité maritime du Sud ne serait qu'un épisode conjoncturel. Selon cette lecture, les manœuvres de 2026 impressionnent par leur mise en scène, mais restent marginales face à la supériorité technologique et numérique de l'OTAN. Les chiffres sont souvent mobilisés dans ce sens. Les flottes occidentales alignent toujours davantage de bâtiments actifs, une capacité de projection globale et des réseaux logistiques éprouvés. À ce titre, les exercices du BRICS+, seraient incapables de soutenir un effort prolongé en cas de tension durable. Le second argument met l'accent sur la dépendance économique. Même si des corridors maritimes sont sécurisés, le Sud resterait tributaire des technologies, des assurances et des systèmes financiers du Nord. Sans accès aux composants avancés, aux marchés de capitaux dominants et aux standards occidentaux, la souveraineté maritime demeurerait incomplète. Cette dépendance structurelle rendrait toute rupture trop coûteuse, transformant l'initiative actuelle en levier de négociation plutôt qu'en alternative crédible. Ces critiques reposent sur des constats réels, mais elles négligent la nature précise du changement observé. La réponse portée par Ibrahim Traoré et ses partenaires n'est pas une quête de parité militaire globale. Elle s'inscrit dans une logique de suffisance opérationnelle. Les données de 2026 montrent qu'il n'est pas nécessaire de dominer tous les océans pour sécuriser des flux clés. Il suffit d'assurer la continuité sur des segments stratégiques avec une coordination minimale mais répétée.
Sur le plan technologique, les chiffres disponibles contredisent partiellement l'argument de dépendance totale. La Chine fournit déjà une part majoritaire des composants électroniques utilisés dans certains systèmes déployés au Sahel, tandis que l'Inde participe à la maintenance de réseaux de communication associés. Cette diversification ne supprime pas la dépendance, mais elle la redistribue, réduisant la capacité d'un seul acteur à imposer un blocage complet. Enfin, la critique ignore un facteur intangible mais décisif, la cohésion politique. Là où l'Occident raisonne en stock et en budget, le Sud mobilise une convergence d'intérêts. Les 26 opérations conjointes recensées ne prouvent pas une supériorité, mais une volonté partagée de rendre la coopération routinière. Cette normalisation change le calcul du risque. Le débat ne se résout donc pas par une victoire argumentative nette. Il révèle deux conceptions opposées de la puissance. L'une repose sur l'accumulation maximale, l'autre sur la capacité à tenir l'essentiel. Entre ces deux visions, la trajectoire réelle se dessinera dans les mois à venir. Cette phrase courte marque le point de bascule du récit. Jusqu'ici, la dynamique pouvait être lue comme une juxtaposition d'événements, une mobilisation populaire au Sahel, des manœuvres navales en Atlantique Sud, des chiffres en progression. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. Ces éléments ne s'additionnent pas, ils se répondent. La mer devient le lieu où se matérialise une souveraineté longtemps cantonnée au discours. Ce changement de focale modifie la compréhension du rôle d'Ibrahim Traoré. Il n'apparaît plus seulement comme un dirigeant résistant à des pressions terrestres, mais comme un acteur qui déplace le centre de gravité stratégique. En reliant routes commerciales, sécurité maritime et dignité politique, il transforme un espace longtemps contrôlé par d'autres en levier collectif. La souveraineté cesse d'être défensive, elle devient proactive. Ce milieu du récit révèle aussi pourquoi les réactions internationales sont si contrastées. Pour certains, il s'agit d'une militarisation déguisée, pour d'autres, d'une correction historique. En réalité, le cœur du changement est ailleurs. Il réside dans le passage d'une dépendance invisible à une autonomie partielle mais visible. Les convois protégés, les opérations répétées et les accords logistiques donnent corps à cette transition. À partir de ce point, le récit ne peut plus revenir en arrière. La question n'est plus de savoir si la mer compte, mais pour qui elle comptera demain. Ce déplacement explique pourquoi les conséquences concrètes commencent déjà à se faire sentir bien au-delà des ports. Pour les États, les effets sont d'abord diplomatiques et budgétaires. La sécurisation partielle des routes maritimes modifie la position de négociation de plusieurs pays du Sud. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme enclavé et dépendant, gagne une marge de manœuvre symbolique et pratique. Les invitations officielles se multiplient, notamment en Afrique australe et au Moyen-Orient, où l'on observe avec attention la capacité du bloc à tenir des flux sans médiation occidentale. Cette visibilité ne supprime pas les pressions, mais elle diversifie les options. Pour Ibrahim Traoré, le bénéfice immédiat est clair. Chaque corridor fonctionnel réduit le coût politique des sanctions et renforce la crédibilité d'une ligne souverainiste présentée comme pragmatique. Pour les entreprises, l'impact se mesure en contrats et en coûts. Les sociétés minières locales, longtemps liées à des concessions déséquilibrées, disposent d'un levier nouveau. La perspective de corridors protégés permet de renégocier certaines clauses, notamment sur la part des revenus et les délais logistiques. Dans plusieurs cas, la part revenant aux acteurs nationaux progresse nettement, tandis que les coûts de transport diminuent grâce à une meilleure continuité maritime. A l'inverse, certaines multinationales occidentales choisissent le retrait, anticipant des risques politiques ou fiscaux accrus. Le paysage entrepreneurial se recompose donc de manière asymétrique, créant des gagnants locaux et des zones de friction. Pour les populations, les effets sont plus ambivalents. À court terme, la fierté collective est palpable. Les slogans changent de tonalité, évoquant moins la résistance que la capacité à agir. Voir des navires étrangers passer non pour surveiller, mais pour protéger, modifie la perception du monde extérieur. Cependant, cette dynamique s'accompagne de tensions concrètes. L'inflation reste présente, les importations demeurent sensibles au choc, et les menaces de blocus énergétique ne disparaissent pas un pas. L'autonomie logistique
ouvre des perspectives, mais elle exige des ajustements quotidiens. La souveraineté vécue est donc à la fois une promesse et une charge. Pour la région, enfin, l'effet d'entraînement est décisif. Au Sénégal, au Togo, en Namibie, des mouvements citoyens et des cercles politiques reprennent le vocabulaire de la souveraineté maritime. L'idée qu'un pays sahélien puisse influencer les routes océaniques agit comme un déclencheur mental. Elle élargit l'horizon des possibles. Dans le même temps, cette diffusion inquiète certains partenaires traditionnels qui redoutent une fragmentation des normes et une concurrence accrue sur les corridors stratégiques. Le débat régional se polarise entre adaptation et résistance. Pris ensemble, ces 4 registres montrent que le basculement n'est ni uniforme ni linéaire. Il redistribue les cartes sans les rebattre entièrement. La doctrine portée par Traoré gagne en consistance parce qu'elle produit des effets observables, mais elle expose aussi à de nouveaux risques. Le cœur de l'enjeu se déplace alors vers une question simple. Comment consolider ces gains sans transformer la mer en nouveau champ de confrontation ouverte ? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles seules ne prétendent pas prédire l'avenir, mais offrir un cadre de lecture pour mesurer les choix à venir et leurs effets systémiques. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise sans escalade majeure. Les manœuvres navales du BRICS+, se poursuivent sous un format élargi mais maîtrisé. L'Afrique du Sud accueille un nouveau sommet maritime, et les corridors sécurisés s'étendent vers l'océan Indien. Les tensions avec Washington et certaines capitales européennes persistent, mais restent contenues dans le registre diplomatique et économique. Le Burkina Faso consolide son rôle de pivot idéologique. Ibrahim Traoré s'impose alors comme une figure régionale crédible, non comme un provocateur isolé. La souveraineté maritime progresse par petites touches, intégrée à des routines acceptées. Dans un scénario optimiste, l'élan s'accélère. De nouveaux États rejoignent la coopération maritime, apportant ressources, ports et routes complémentaires. L'Union africaine, longtemps prudente, adopte un cadre légal reconnaissant une forme de souveraineté maritime partagée, une première à l'échelle continentale. Les marchés du Sud gagnent en stabilité et la confiance des acteurs locaux s'améliore. Les coûts logistiques diminuent de façon durable, renforçant l'intégration régionale. Dans cette configuration, la mer devient un espace de coordination plutôt que de rivalité, et la doctrine défendue par Traoré trouve une traduction institutionnelle plus large. Dans une évolution plus sombre, tout reposerait sur une réaction coercitive des puissances établies. Des sanctions financières ciblées se multiplient, les lignes d'approvisionnement se tendent, et les manœuvres du Sud sont qualifiées de militarisation déguisée. Une campagne d'influence tente de présenter Traoré comme un agitateur isolé, fragilisant la cohésion interne du bloc. La coopération maritime se fissure sous la pression et certains partenaires privilégient un repli national. Les gains logistiques acquis deviennent plus coûteux à maintenir, exposant les économies locales à des chocs répétés. Entre ces 3 voies, la réalité naviguera probablement dans une zone intermédiaire, faite d'avancées partielles et de résistance. La variable décisive ne sera pas la puissance brute, mais la capacité à gérer les interdépendances sans rompre l'équilibre. Si les corridors restent ouverts, la dynamique se consolidera. S'ils se fragmentent, les tensions remonteront à la surface. La question qui demeure ouverte est donc stratégique. Si la mer est devenue un levier central de souveraineté, quelles conditions permettront d'en faire un espace de stabilisation plutôt qu'un nouveau front de confrontation ? La réponse ne se jouera pas en un sommet, mais dans la cohérence des actes à venir. Pour le citoyen ordinaire, ces transformations prennent la forme de signaux discrets mais concrets. Les débats géopolitiques semblent lointains, pourtant ils influencent le prix des denrées importées, la régularité de l'électricité, la disponibilité des carburants. Lorsque des corridors maritimes fonctionnent sans interruption, les ruptures se font moins fréquentes et les délais s'allongent moins. A l'inverse, chaque tension sur ces routes se traduit par une pression immédiate sur le quotidien. Comprendre ce lien aide à lire l'actualité non comme une succession de crises abstraites, mais comme une mécanique qui touche directement la vie courante. Pour les acteurs économiques locaux, artisans, transporteurs, PME, l'enjeu est celui de la prévisibilité.
une logistique plus fluide permet de planifier, d'investir modestement, d'élargir un réseau de clients. Même sans accès direct à la mer, la sécurisation des flux réduit l'incertitude. Elle ne garantit pas la prospérité, mais elle élargit l'espace des possibles. Le spectateur qui entreprend ou travaille dans ces secteurs peut y voir une leçon simple. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une condition de calcul plus stable. Pour les jeunes générations, enfin, l'impact est surtout symbolique. Voir un pays sahélien peser sur des enjeux maritimes mondiaux modifie l'imaginaire collectif. L'horizon ne se limite plus aux frontières terrestres ou à l'émigration. Il inclut l'idée que des choix politiques peuvent redessiner des trajectoires. Cette projection nourrit une confiance fragile, mais réelle, dans la capacité d'agir sur le long terme. Face à ces trois registres, une attitude s'impose aux spectateurs. Relier l'information globale à ses décisions locales. S'informer sur les flux, soutenir des initiatives économiques ancrées dans la région, questionner les récits simplistes. Ces gestes sont modestes, mais ils participent à une culture de vigilance. Au fond, cette séquence invite à une prise de conscience. Si la souveraineté se construit désormais aussi sur la mer, chacun est concerné par la manière dont elle est pensée, soutenue ou contestée. Le regard du public devient alors un élément du paysage stratégique. Une trajectoire crédible peut se construire en 5 mouvements complémentaires. D'abord, consolider les routes maritimes sécurisées. Les manœuvres du BRICS+, doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, d'escorte et de secours placé sous mandat multilatéral africain. Les États côtiers coordonnent, les marines partenaires opèrent et l'indicateur clé reste simple. Continuité des convois sans interruption majeure sur 12 mois. Ensuite, investir dans le capital humain. La création d'une école maritime régionale reliant les académies du Cap, de Luanda et de Dakar permettrait de former officiers, ingénieurs et logisticiens. L'objectif n'est pas la militarisation, mais la compétence. On peut en juger par le nombre de cadres formés et leur intégration dans des opérations conjointes, puis institutionnaliser la gouvernance des ressources. La charte des ressources souveraines, proposée par Ibrahim Traoré, vise à garantir qu'une majorité de la valeur extraite, terrestre ou maritime, reste détenue par les citoyens. Les parlements ratifient, les agences contrôlent et l'indicateur devient la part nationale des revenus sur les nouveaux contrats. Après cela, bâtir un réseau de communication sud-sud. Partager données logistiques, signaux d'alerte et innovation réduit la dépendance informationnelle. Concrètement, cela se voit par délai de réaction plus court et coordination accrue lors d'incidents. Enfin, maintenir l'équilibre politique. Cette architecture exige discipline et prudence pour éviter l'escalade. Paradoxalement, le signe de réussite serait moins de crises visibles, mais plus de routines efficaces. Ensemble, ces étapes transforment une ambition en méthode. Elles montrent que la souveraineté n'est pas un cri, mais une construction mesurable. Reste une question décisive. Cette cohérence pourra-t-elle être maintenue sous pression durable ? Le récit revient alors à l'image inaugurale, celle de la mer comme miroir d'un changement intérieur. Sur les quais de Simonstown, les coques d'acier reflètent la lumière du couchant. Ce reflet n'est pas seulement celui des navires, mais celui d'une idée qui a quitté les discours pour entrer dans le réel. La mer, longtemps perçue comme une distance infranchissable pour le Sahel, devient une extension symbolique de la lutte pour la dignité. Un détail relie ce tableau aux scènes terrestres du début. Des pêcheurs du golfe de Guinée observent les bâtiments étrangers passer non pour surveiller, mais pour protéger. Leur regard traduit une bascule silencieuse. La sécurité n'est plus synonyme de contrainte, mais de continuité. Plus loin, dans les foyers burkinabés, les images défilent à la télévision. Des familles découvrent un horizon qu'elles n'ont jamais vu, mais qu'elles commencent à s'approprier. C'est dans cet écart entre l'intime et le stratégique que s'inscrit Ibrahim Traoré. Il n'apparaît pas comme un héros mythifié, mais comme un témoin d'une transition en cours. Ce qu'il a semé au cœur du Sahel, l'idée que la souveraineté peut devenir un système, atteint désormais l'océan. La réussite ne se mesure pas à l'absence de difficultés, mais à la capacité de tenir une ligne. La phrase qui résume ce moment est simple, presque austère. La dignité se construit, elle ne se proclame pas. C'est ce rappel qui donne au récit sa charge émotionnelle finale.
À ce stade, le récit n'appelle pas une adhésion automatique, mais une réflexion partagée. Ce qui se joue autour des routes maritimes, du Sahel à l'Atlantique Sud, dépasse les figures politiques et les alliances ponctuelles. Il interroge une question plus large. Comment des sociétés longtemps dépendantes peuvent-elles reprendre prise sur les conditions matérielles de leur existence sans reproduire les logiques de domination qu'elles contestent? L'expérience portée par Ibrahim Traoré agit ici comme un révélateur. Elle ne propose pas un modèle clé en main, mais une hypothèse. La coopération peut devenir une forme de résistance, à condition d'être structurée, mesurable et assumée dans la durée. Cette hypothèse concerne les États, mais aussi les citoyens, les entreprises, les communautés qui vivent les effets concrets des choix logistiques et économiques. Pour le spectateur, l'enjeu n'est donc pas de choisir un camp abstrait, mais de s'interroger sur sa propre responsabilité. Quelle route voulons-nous voir protégée? Quels échanges jugeons-nous légitimes? Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter le coût de l'autonomie et à refuser le confort d'une dépendance silencieuse? La mer, longtemps symbole de séparation, devient alors un espace de projection collective. Elle n'appartient plus à un seul maître, mais elle n'est pas neutre pour autant. Elle reflète les valeurs que nous y inscrivons. La question finale reste ouverte, volontairement. Quelle part du monde sommes-nous prêts à protéger ensemble et à quel prix?